Je ne suis pas CEO de droit divin. Donc ça veut dire que je n'ai pas toujours raison. Donc par définition, si quelqu'un me dit: «Ne me contrarie jamais», c'est qu'il y a un problème parce que je ne peux pas avoir toujours raison, c'est pas possible. C'est pas le risque d'échec qui est important, c'est la conséquence de l'échec. Et donc plutôt que de tout faire, de mettre tous ses moyens pour éviter le risque, il vaut mieux mettre ses moyens pour limiter l'impact de l'échec. Si les 1000 plus importants employés de Google démissionnent, qu'est-ce qui se passe? Et lui, il répond: si c'est le cas, on est mort. Et c'est vraiment ça. Surtout dans la tech, l'humain est excessivement important. Bienvenue dans The HR Masterclass, le podcast où on parle de leadership, culture et talent. Je suis Frédéric Nolf et je tends le micro à des leaders qui ont des choses à dire. On parle d'expérience, de conviction et de comment ils font bouger les lignes. Nous recevons aujourd'hui Fabrice Brion, le manager de l'année, qui est fondateur et CEO d'Icare. Icare, c'est un peu un médecin pour machines. Les machines ne parlent pas, ne savent pas aller chez le médecin quand elles sont malades. Alors Icare les écoute grâce à des capteurs qui sont ces stéthoscopes et une intelligence artificielle qui pose le diagnostic en continu. Le but? Prévenir la panne avant qu'elle n'arrive. Plus de 1000 personnes, plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, présente sur 4 continents et ayant récemment obtenu la qualification de licorne, Icare est l'une des belles histoires entrepreneuriales belges de ces 20 dernières années. Fabrice, lui, c'est l'ingénieur montois qui a fondé cette société sur la base de son mémoire de fin d'études avec un ami complémentaire dans une région qui avait besoin de projets. 20 ans plus tard, il est manager de l'année, il dirige une licorne et il parle encore de ses employés avec la même attention que s'ils étaient 15. Dans cet épisode, on a parlé de la manière dont Icare a réinventé le middle management, de la philosophie de l'échec, de l'intelligence artificielle et de ses générations, de lead time comme boussole de toute l'organisation et de ce que l'Europe rate en matière d'entrepreneuriat technologique. Ce podcast est réalisé avec nos partenaires Transearch et Q7 Leader. Je vous en souhaite une excellente écoute et si ça vous plaît, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles, à vous abonner et à en parler autour de vous. Donc je m'appelle Fabrice Brion, je suis le founder and CEO, comme on dit en bon français, de la société iCare. Donc en tant que fondateur, ton histoire et celle d'Icare se fondent l'une dans l'autre. Donc c'est quoi ton histoire de fondateur? Oui, effectivement, je le dis souvent, que, bah, forcément, en tant que fondateur, mon histoire personnelle et celle de la société sont intimement liées et en fait, tout commence, en réto, parce que, bah, j'ai un ami qui s'appelle Arnaud Sthievenaar et on hésite tous les 2 entre, ingénieur et le droit. Et donc on se retrouve, on est les 2 seuls forcément de la réto à visiter et les facs de droit et les écoles d'ingénieurs. Et donc on se rapproche, moi je choisis ingénieur, lui il choisit le droit, mais on se dit: «Bah, tiens, c'est très complémentaire et donc bah, ça serait pas mal si, on fait quelque chose ensemble, on entreprend ensemble à la fin de nos études» et puis voilà, les études se font. Moi, je fais mon mémoire sur l'intelligence artificielle appliquée aux mesures de vibration pour la maintenance prédictive industrielle. Tiens, tiens. Et puis, Arnaud termine également ses études et on commence à chercher des idées d'entreprendre, mais sans penser du tout à mon mémoire. Donc on a plein d'idées, intelligentes ou pas. Heu, on avait eu, une première idée qui était un peu les cours en ligne, qui se font aujourd'hui, donc une manière de donner des cours complémentaires, aux étudiants. On a eu une deuxième idée, c'était en 2001, donc des ceintures qui permettent de descendre, des buildings, en cas de feu ou ce genre de truc Mmh. après le 11 septembre. On a eu l'idée du magasin du futur qu'on appelait ça, qu'on a soumis à Deleuze, qui est en gros les magasins Amazon d'aujourd'hui et Deleuze nous a dit, on a eu une réponse du CEO de Deleuze de l'époque qui était Pierre-Olivier Beckers, de nous dire: «Beh, vous avez tout à fait raison, c'est génial, mais c'est trop tôt, les clients sont pas prêts». Et donc, on a eu plein d'idées comme ça qu'on a exploitées, qu'on a cherché à exploiter et au bout de 3 ans, on ne trouvait pas l'idée et j'ai dit à Arnaud: «Tiens, ben, je pense que mon mémoire, ça peut être une chouette idée de business, mais est-ce que ça te dérange?» parce que c'est pas notre idée, c'est mon idée. «Est-ce que ça te dérange de te joindre, à moi sur ce projet?» Et il a accepté et c'est comme ça qu'en septembre 2004, on a lancé iCare à 2 sur la base de mon mémoire.
Et donc il y avait cette volonté d'entrepreneuriat qui était là avant même la fondation de la société? Avant même que je fasse mon mémoire, ouais. Depuis Ah oui? l'Areto, on s'était dit: «On est vraiment très complémentaires, donc on va faire nos études et si tout se passe bien, on essaye de faire quelque chose ensemble, d'entreprendre ensemble, après nos études», ouais. Et ça devient d'où cette force entrepreneuriale? Oh ça venait plutôt d'Arnaud. Bah, mon papa était indépendant, il était garagiste, mon grand-père paternel était indépendant, il était représentant de commerce. Dans ma famille, on avait beaucoup de commerçants indépendants, donc je ne dis pas que j'avais, spécifiquement la fibre entrepreneuriale, mais j'étais plutôt dans une famille, d'entrepreneurs, enfin de commerçants entrepreneurs. Et Arnaud, lui, son papa est médecin et il avait fait plusieurs investissements, dans les années 90 dans des sociétés, entre autres, projet qui a pas mal marché, qui s'appelle le Festival de Dour et donc Arnaud, avait aussi cette volonté, de faire comme son papa et de développer, des projets, ici dans la région de Mons-Borinage parce que, bah, à l'époque, on en manquait cruellement. Oui, 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 d'accord. Et donc tu avais cette détermination à créer quelque chose, finalement, peu importe quoi? On pourrait dire ça? Bon, c'est oui, c'est je pense que c'est un bon résumé, Oui, en tout oui. cas jusqu'en 2003, jusque même début 2004, on se voyait, au minimum une fois par semaine pour, créer quelque chose, peu importe quoi. Et puis c'est en 2004 qu'on s'est dit, bah, iCare ça peut être pas mal finalement. Donc ça veut dire que tu as encore peut-être beaucoup d'idées en dehors d'IKEA et de beaucoup d'autres projets dans Alors ça, c'est lesquels. vraiment la complémentarité entre Arnaud et moi. Moi, je dis toujours que je suis, un entrepreneur vertical, c'est-à-dire que, beh, je suis focalisé sur iCare, à 100 donc de A à Z, et j'apporte à iCare cette «verticalité» entre guillemets, Mmh. et Arnaud, lui, il est un entrepreneur horizontal, c'est-à-dire qu'Arnaud apporte, sa connaissance de la finance, du légal, du lean management sur l'organisation de la société dans plein de business différents puisque, bah, il intervient, il n'a pas de rôle opérationnel dans iCare, il est au conseil d'administration, mais il a ce même rôle, dans toute une série de sociétés, dans lesquelles il est présent. Vous êtes toujours bien entendu, mais il y a eu des périodes qui ont été, plus difficiles dans ce Oh, il y projet? a eu des périodes plus difficiles, c'est normal, mais ce que moi, en tout cas, ça faisait d'ailleurs beaucoup rire nos employés. Au départ, ils croyaient que c'était du fake parce que, heu, on défendait chacun nos idées jusqu'au bout, quoi. On n'était pas d'accord, et au final, beh, à la fin de la journée, nos employés nous retrouvaient au bar qu'il y a ici sur le parc Initialis, à Mons, en train de boire un verre et de discuter. Et moi, c'est mon principe. Bah, je pense que je suis pas un joueur de foot, mais quand on joue au foot, même si on joue contre son meilleur ami, bah, s'il faut mettre le pied, on met le pied. Et après on va mais la limite, c'est qu'on puisse aller boire une bière ensemble à la fin du match. Je suis un fan de sport automobile, entre autres de karting. Beh, quand je roule en karting avec Arnaud, s'il faut fermer la porte, je ferme la porte. Mais il faut rester assez propre, que pour, pouvoir aller boire un verre à la fin du match aussi. Et je trouve que c'est la même chose pour l'entrepreneuriat ou pour la gestion d'une société, que ça soit en comité de direction, que ça soit en conseil d'administration. Il faut défendre ses idées, bien sûr, mais il faut les défendre de manière assez propre que pour rester, respectable et respecté, à la fin de la discussion. Ça fait de toi un bon perdant ou un mauvais perdant? Un bon perdant, ouais, Un bon ouais, perdant? OK. ouais. C'est super intéressant ce que tu dis. En fait, on observe qu'il y a quand même de plus en plus de sociétés qui ont une direction bicéphale, ce qui est pas le cas, chez vous, mais il y a quand même un parallèle. Et quand on parle avec des gens qui, ont partagé le rôle de CEO, ils disent: «Il est important d'oser ne pas être d'accord». On ne faut pas Mmh. chercher Oui, un tout à fait, tout à fait. une harmonie, parce qu'on pourrait prendre des mauvaises décisions uniquement par crainte du conflit, et le conflit d'idées ne doit pas devenir un conflit de Mmh. personnes. Il y a une expression que j'utilise souvent qui est: «Je ne suis pas CEO de droit divin». Donc ça veut dire que je n'ai pas toujours raison. Donc par définition, si quelqu'un me dit: «Ne me contrarie jamais», c'est qu'il y a un problème parce que je ne peux pas avoir toujours raison, c'est pas possible.
C'est vrai alors pour tout le monde dans la société? Tout le monde peut Oui, te oui, oui, j'ai encore eu challenger? une discussion hier, avec, une employée, bon, qui est là depuis 2008, donc elle doit être la 6e ou la 7e employée d'ICAR, et qui me dit, «Surtout, tu ne dis rien». Par rapport à la réunion dans laquelle on devait participer. Donc je rigole en lui disant: «Oui, en gros, tu me dis que je dois la fermer et que je ne sers à rien et que je suis là juste pour montrer, à l'interlocuteur que c'est une réunion importante». Et elle me dit: «Oui, c'est un peu ça». Et donc je lui ai répondu: «Beh, c'est ça que j'apprécie, c'est qu'on puisse me dire quand il faut que j'intervienne et quand il faut que je n'intervienne pas». C'est très, très sain et c'est très chouette que tu l'acceptes parce qu'il y a un phénomène dans les entreprises où effectivement à un moment C'est difficile, hein, il faut se battre, hein, et je me bats parce que, forcément aujourd'hui, les nouveaux qui arrivent, ils ont peur de moi, malgré que mon bureau soit ouvert, malgré que, je pense être accessible, je passe du temps, à la machine à café, à la cafétéria avec eux et cetera. Mais on perd malheureusement ce contact direct, mais je me bats pour vraiment pas hésiter à le dire parce que je pense que c'est primordial. c'est bien, mais le statut fait peur, hein, il faut jamais sous-estimer. Alors surtout quand on a eu sa propre croissance professionnelle dans son entreprise, on peut perdre de vue que pour des nouveaux, effectivement, on me dit: «C'est monsieur le fondateur, c'est ci, c'est ça» et donc ça peut devenir, on peut avoir un phénomène de friendly avoidance, c'est-à-dire on va éviter de dire quelque chose qui pourrait être mal vu pour préserver la relation, et cetera, mais c'est très mauvais dans les entreprises quand on en arrive là, hein. Donc, Heu en fait, si je résume, d'un point de vue, gestion humaine, les principes, fondamentaux d'ICARE, c'est vraiment dans ce sens-là. C'est qu'on se bat toujours pour garder cet esprit de petite entreprise, cet esprit start-up. Je dis toujours qu'ICARE, c'est une grosse start-up ou une vieille start-up parce que, on grandit, en chiffre d'affaires, en personnel et cetera, mais toujours, on se bat pour, garder, revenir à cet esprit start-up, d'avoir la structure la plus flat possible, de simplifier le plus possible, pour vraiment, garder cette agilité et cette plus vitesse de décision. Pour moi, le principal facteur de succès d'une entreprise ou de n'importe quel projet, c'est ce qu'on appelle le lead time. Donc, c'est-à-dire le temps que ça prend entre le moment où on décide de faire quelque chose et le moment où on a terminé de le faire en étant, un succès quoi, hein, pas un échec. Waouh! Le lead time et tu as une manière de le mesurer ou c'est plus intuitif? Ah non, on le mesure, pour n'importe quel, projet, pour n'importe quel même pour chaque, on mesure pour chaque commande client. Donc on mesure le temps depuis le premier contact avec le client jusqu'au paiement de la facture avec tous les intermédiaires. C'est-à-dire le temps qu'il faut entre un contact et une offre, le temps qu'il faut entre une offre et une commande, entre la commande et la livraison, entre la livraison et la facturation, entre la facturation et le paiement. Et beh, mine de rien, ça permet de tirer toute la société vers le haut parce que tous les services de la société, de l'administration, jusqu'à la finance, en passant par, la production, en passant par le planning, en passant par le sales and marketing, sont impactés par ce lead time. Et donc si quelqu'un, n'est pas efficace, on le voit directement. Si un service n'est pas efficace, on le voit directement. Est-ce qu'avec la croissance, tu observes que ce lead time a une tendance presque naturelle à augmenter? Si on n'y fait rien, oui. Donc c'est pour ça qu'on travaille systématiquement, sur ce lead time, pour le faire diminuer. Et quand on le suit, on voit naturellement où ça augmente avec la croissance et donc on voit naturellement où on doit agir pour simplifier ou rendre plus efficace. C'est un parfait exemple de ce qu'on appelle l'agilité et la rapidité et effectivement, on dit une grande entreprise, c'est un grand paquebot et donc c'est dur à faire manœuvrer, tandis qu'une petite entreprise, elle est plus agile, mais donc tu gardes cette attention, malgré Pour votre moi, c'est taille qui est déjà vraiment c'est conséquente. vraiment primordial. C'est Ouais. vraiment, important de garder cette agilité et je pense qu'on garde cette agilité grâce justement au lead time. Toujours essayer de revenir au lead time le plus court.
Et quand on n'est pas des lead time courts, eh ben, on voit directement, où sont les impacts. Si c'est un impact général, si c'est tout le monde qui n'a plus, ce focus sur l'agilité ou si c'est vraiment, heu, un département qui est arrivé à ses limites et qu'il faut aider à dépasser ses limites. Tu as parlé donc de principes, de contradiction dans le débat, le fait de pouvoir te demander de ne pas participer, de te contredire. Tu as parlé de lead time. Il y a d'autres, principes importants chez Iker? Ah, je pense que ce sont nos valeurs, ça on l'a fait assez vite et Oui, moi j'ai travaillé avant Icare pour une boîte américaine, où il y avait des valeurs qui étaient sur la porte, mais personne n'en avait rien à faire de ces valeurs et donc pour nous, ça guide vraiment chacune des décisions et en fait, c'est venu d'où? Très vite, il y a une quinzaine d'années, donc on était encore assez petits. Les plus anciens disaient: «Oh, les nouveaux, ils perdent le high care spirit», et cetera. Et donc j'ai dit: «Bah, oui, mais c'est quoi le high care spirit?» Mais on était, je pense, une quinzaine à l'époque et chacun avait une définition différente de l'high care spirit. Donc il ne peut pas y avoir d'high care spirit si chacun en a une définition différente, donc si on a 15 définitions différentes. Et donc on s'est mis autour d'une table et on a, fait un brainstorming avec des passes successives. Donc on a dit toute une série de mots, on a eu des centaines de mots et puis on a regroupé ces mots et cetera heu, par concept et ce qui en est ressorti, je tenais absolument à ce qu'il y en ait 3 parce que je trouve que c'est le plus facile à retenir parce que souvent quand tu as 3, bah, tu retiens 2 et le troisième revient, grâce aux 2 que tu as retenus, donc ça vient naturellement et donc nos 3 valeurs, c'est la première la performance qu'on définit comme délivrer au-dessus des attentes, que ce soit nos clients, que ce soit en interne, et cetera. La deuxième, c'est la durabilité, au sens de durer dans le temps. On veut cette performance sur le long terme. On veut pas faire un one shot, on veut pas faire une année extraordinaire. On veut être là sur 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et la troisième, qui est le seul moyen pour moi heu, d'avoir une haute performance sur le long terme, c'est le respect pour l'humain. Et quand je parle du respect pour l'humain, c'est les employés d'ICARE, c'est nos clients, c'est nos fournisseurs. Ça peut paraître ridicule, c'est aussi, nos concurrents. Aujourd'hui, on a fait déjà 8 acquisitions sur les 8 dernières années. Si on n'avait pas été C'était des concurrents, si on n'avait pas été respectueux de ces concurrents, ben ça n'aurait pas été aussi facile qu'ils deviennent nos collègues. oui, 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 et donc là, ce sont des valeurs donc qui sont là depuis 15 ans, qui sont stables, que ou que vous Oui, avez ça c'est un revisitées? peu le petit livre rouge de Hiker, c'est, immuable, et toute décision parce que forcément, plus on grandit et plus il y a des gens qui prennent des décisions et c'est normal, mais toute décision doit être prise en accord avec ses valeurs. C'est ça. À la différence de ce que tu expliquais dans une société où c'était plutôt affiché au mur, donc là tu te portes garant finalement du respect des valeurs en tant que À CEO? chaque fois qu'il y a, un débat, à chaque fois qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord sur une décision ou quoi que ce soit, c'est un on revient toujours aux valeurs. C'est-à-dire, bon, alors, on a le choix entre 2 solutions, laquelle, respecte le plus les 3 valeurs? Et s'il y a, une solution qui ne respecte pas les 3 valeurs, forcément, à ce moment-là, elle est d'office, mise sur le côté. C'est ça, c'est ça, et dans votre croissance internationale, donc vous êtes à peu près la moitié du personnel en Belgique, si j'ai pris les Un bons peu plus, oui, renseignements? on Oui, est, 600-650 ici en Belgique, oui. et le reste du personnel se trouve dans quel pays? Ah, partout, partout à l'international, donc d'abord, en Europe, Pays-Bas, Allemagne, Pologne, Suisse, Italie, France, UK, Espagne, et ensuite hors Europe, US, Canada, Singapour et Australie. Ça, c'est le résultat des acquisitions dont tu parlais plus tôt? Non, non, vraiment la croissance internationale, on l'a fait, nous-mêmes, donc il y a pas de les acquisitions, c'est plutôt l'inverse. On achète des sociétés qu'on peut faire grandir en les diffusant à travers notre réseau international. C'est ça, et ce réseau international, tu l'as créé comment?
Ah, on l'a créé, au fur et à mesure, donc filiale après filiale, et la majorité du temps, c'est un Belge qui part pour créer. Donc c'est quelqu'un, pas nécessairement un Belge, hein, mais je veux dire quelqu'un qui a, déjà une expérience, ici au siège, au headquarter en Belgique, qui part dans un pays pour le lancer et puis pour recruter les personnes sur place. Et donc c'est comme ça que tu diffuses aussi la culture, j'imagine, en Oui, tout s'appuyant à sur fait, des tout à fait, personnes tout connues et à de fait. confiance? C'est ça. Oui, d'accord, d'accord, d'accord. Tu as parlé d'intelligence artificielle qui était déjà un sujet, de mémoire, sans doute bien avant que le commun des mortels, en parle. Vous en êtes où aujourd'hui dans ce domaine d'intelligence artificielle? Ah, l'intelligence artificielle, c'est la base de notre métier. On pourrait faire notre métier sans intelligence artificielle. On l'a fait longtemps, sans intelligence artificielle. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une phase de scalabilité, d'augmentation du volume de notre métier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on faisait notre métier comme moi je l'ai appris il y a 25 ans, aujourd'hui, donc sans intelligence artificielle, comme il existait, avant tout ce qu'on a développé, avant mon mémoire et cetera, pour monitorer le nombre de machines qu'on suit aujourd'hui, on devrait être 70 000 personnes chez iCare. Donc ça te donne un peu l'efficacité et on va encore grimper en efficacité dans le futur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut se dire l'IA a détruit 69 000 jobs. En réalité, elle en a créé 1 000 parce que nos clients n'auraient jamais payé le coût de 69 000 ingénieurs supplémentaires pour recevoir, le délivrable qu'ils reçoivent aujourd'hui. Ça n'aurait pas été, rentable pour eux si ça avait coûté 70 fois plus cher. Ah, c'est une IA différente de ce que connaît le grand public avec les modèles d'IA générative? On est sur autre chose? Oui, c'est en fait l'IA, c'est comme toute technologie, il y a eu plusieurs générations. La 1re génération d'IA, c'est les années 70, c'est bêtement, ce qu'on appelle l'IA basée sur des seuils. Ça, par exemple, c'est simplement, ta voiture qui t'avertit parce que tu dépasses le 120. Donc tu configures une alarme, c'était il y a 15 ans sur les voitures et quand dépasses le 120, elle fait bip bip. C'est pas toi qui décide de lever, enfin, tu décides de lever la pédale, mais c'est l'ordinateur de la voiture qui te prévient. Donc c'est déjà une IA, c'est artificiel, c'est pas toi qui as réfléchi que tu dépassais le 120, c'est tout bête et ça, cette IA-là, le fait qu'un ordinateur nous prévient ou décide à notre place, on l'utilise depuis 15, 20, 30 ans dans la vie courante, dans toute une série d'applications. La deuxième génération d'IA qui s'est développée, c'est justement fin des années 90, début des années 2000. C'est ce qu'on fait, c'est l'IA prédictive. Donc, c'est de mesurer des données du passé pour pouvoir extrapoler dans des modèles comment va se passer le futur à partir du passé. Ça, typiquement, un exemple de la vie de tous les jours, c'est la météo. C'est le principe de la météo. On regarde ce qui se passe, ce qui s'est passé hier et ailleurs pour dire qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui et demain ici. Donc je nous ai comparé à un médecin, mais sur la technologie, on pourrait être comparé sur le délivrable, on est comparable à un médecin. Sur la technologie, on pourrait être comparable à un météorologue. La troisième génération d'IA et l'une ne remplace pas l'autre, hein, c'est pas une meilleure technologie, c'est juste des applications différentes. Il y a eu très peu d'applications, de l'IA prédictive dans la vie de tous les jours. C'est resté des applications professionnelles, des applications industrielles. L'IA a commencé à se démocratiser, à rentrer dans la vie de tous les jours il y a une dizaine d'années, avec ce qu'on appelle l'IA conversationnelle. Ça, c'est les chatbots. Donc ça a été, vraiment, le début quand on a commencé à parler à son ordinateur ou à son GSM, au lieu de d'écrire. Et cette IA, conversationnelle, elle a permis la dernière génération d'IA qui est celle qui va se déferle, réellement sur le grand public, qui est l'IA, générative, puisque c'est le même principe. Tu discutes même si tu écris avec ton ordinateur. Donc tu ne sais pas faire, l'une sans l'autre, les 4 sont fortement imbriqués. Et donc voilà, ça c'est un peu, l'évolution des différentes générations d'IA. Nous, on est monté dans le train dans la deuxième. Bien sûr, on a, développé la troisième qui est plus une interface, sur, l'utilisation de la deuxième dans nos solutions. Et là, on est, en train de travailler fortement sur l'IA générative appliquée à la maintenance. C'est ce qu'on appelle le projet de maintenance autopilot. Autopilot, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que, beh, une fois que nous, on a dit qu'il fallait remplacer une machine, il y a toute une série de tâches qui doivent être faites par le client, justement, pour gérer le projet, gérer les pièces détachées, trouver des gens qui ont les compétences pour le faire et cetera et donc tout ça, on est en train de l'automatiser aussi dans l'autopilot. Donc demain, on dira qu'il faut remplacer une machine, mais on dira aussi au client, quelle est la meilleure personne dans son équipe ou dans ses sous-traitants pour le faire, quelles sont les pièces détachées qu'il a en stock ou où il peut les acheter s'il ne les a pas en stock, et cetera, et cetera. Oui, d'accord. Alors tu nous as parlé des différentes générations d'IA, tu nous as parlé ici de ce qui se prépare. Quelle est ta vision sur l'IA générale? Ça devient un débat qui est presque philosophique et je pense que malheureusement nos politiciens le ratent parce qu'ils se focalisent sur la forme plutôt que sur le fond, c'est-à-dire plutôt sur, où sont stockées les données, comment sont analysées les données et cetera. Alors que, je pense que le fond, c'est, qu'est-ce qu'on permet à l'IA de faire ou pas? Heu et ce fond, pour moi, la frontière, l'IA doit rester un outil. L'IA, c'est un outil qui permet de traiter plus de données pour transformer ces données en information. Et ensuite, il faut, à partir de l'information, prendre une décision. Et pour moi, c'est là que doit s'arrêter l'IA. La décision doit être prise par un homme. Donc l'IA, c'est un outil qui doit permettre de transformer un plus grand nombre de données en information pour permettre à l'homme de prendre de meilleures décisions. Mais la décision doit être prise par l'homme. Et ça, le monde politique a une énorme responsabilité à jouer là-dedans. C'est en fait qui est responsable des décisions de l'IA. Si on décide qui est responsable des décisions de l'IA, directement, on règle le problème de qui prend la décision. Ça veut dire, est-ce que c'est l'homme qui a écouté l'IA qui est responsable? Est-ce que c'est le créateur de l'IA qui est responsable de l'erreur? Ou est-ce qu'on crée une personnalité juridique pour l'IA, comme on a créé des personnalités juridiques pour les entreprises il y a 2 siècles? Ça pour moi, c'est vraiment le débat fondamental, qu'il faut trancher sur les prochaines années, oui. Il y a eu ce débat, ancien en philosophie du droit notamment, sur les voitures disant tu connais, hein, ce truc où on Oui, dit oui, on oui, tout à fait, soit qu'une voiture va faire un tout accident, à fait, et elle a le choix entre renverser, je caricature, un vieillard ou un enfant et quel est l'algorithme qui décide et qui est responsable, hein, tout à fait. oui, Et oui. donc pour ça, c'est typique et pour moi, c'est, qui est responsable? Est-ce que c'est le conducteur qui a écouté, son autopilote, ou qui a pris la décision d'écouter l'IA? Est-ce que, c'est le constructeur de la voiture? Est-ce que c'est le développeur de l'IA? Ou est-ce qu'on dote l'IA d'une personnalité juridique comme on l'a fait pour les entreprises, il y a déjà assez longtemps? Oui. Dernièrement, je participais à un débat qui était très intéressant où il y avait quelqu'un qui avait plutôt, une orientation RH, qui parlait de la gestion de la performance et qui disait: «Mais normalement, quand on fait de la gestion de la performance, c'est passer de what could you do à what should you do», hein. C'est essayer de pousser les gens vers le haut. Et puis il y avait une CIO qui disait: «Tiens, c'est intéressant, avec l'IA, c'est presque la question inverse. C'est, what could AI do? What should AI do? Donc c'est plutôt le pris dans l'autre sens. Je trouvais Oui, ça oui, tout à intéressant fait, tout de à manière de fait. positionner les choses, effectivement. Je sais que tu as une certaine vision aussi de l'Europe et de l'entrepreneuriat, en Europe. Qu'est-ce qui se passe pour toi aujourd'hui en Europe? Je pense que pour l'instant, à beaucoup de niveaux, on se tire une balle dans le pied. Pourquoi? Parce que, ben, on le voit de plus en plus de grands ensembles, donc on ne répondra pas aux défis, du monde actuel, au niveau, des pays ou au niveau encore pire des régions. Aux défis technologiques, aux défis de sécurité, aux défis économiques et donc heu, le 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 minimum viable project, comme on dit en IT, c'est l'UE.
c'est la plus petite taille d'entité qui puisse être performante dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Donc, on a absolument besoin d'aller vers plus d'intégration européenne pour pouvoir justement être compétitif dans ce monde. Et pourquoi je dis qu'on se tire une balle dans le pied? Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de contraintes qui sont liées à l'UE, mais on n'a pas encore toute la facilité du marché de l'emploi, du marché fiscal, du marché des capitaux qui soient unifiés. Donc on a encore, même encore au sein de l'UE, tout le monde n'utilise pas l'euro. Si on prend la dette, on a des problèmes de dette dans les pays ouest européens, avec des dettes en pourcentage du PIB, comme en Belgique, qui sont fort élevées, qui nous empêchent de faire les investissements qui sont nécessaires pour notre développement technologique, notre développement économique, notre sécurité. Par contre, si on faisait une dette unique européenne, on serait à une dette de 10 000 € par habitant européen, quand aujourd'hui les Américains sont à 100 000 $ par habitant US. Donc en PIB, on a certains pays qui sont très très hauts en dette et donc qui font des politiques d'austérité. C'est le cas de la Belgique, de la France, des Pays-Bas. Et comme par hasard, dans ces pays, il y a, à cause de l'austérité, les extrêmes arrivent au pouvoir. Et à côté de ça, on a toute une série de pays qui économiquement sont tirés par nous, mais qui ont des dettes extrêmement faibles en pourcentage du PIB. Donc pour moi, une dette européenne commune, ça permettrait d'avoir une dette par habitant 10 fois plus petite que les US et ça permettrait de relever les défis qui sont devant nous, qui sont gigantesques. Le défi technologique, je ne pense même pas qu'on ait déjà démarré le chemin pour rattraper notre retard technologique. Le défi économique qui est lié à la technologie, parce qu'on le voit, beaucoup d'entreprises de «l'ancien monde» entre guillemets, sont en train heu, de s'écrouler ou de ne plus performer comme elles performaient, heu et ce défi technologique qui entraîne un défi économique, entraîne aussi un défi sociétal. Parce que si on n'a pas l'économie pour défendre nos valeurs, on ne va pas être capable de défendre ces valeurs sur la scène internationale et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. On regrette beaucoup que la Chine, la Russie, les États-Unis décident sans même nous consulter, mais c'est notre faiblesse économique qui entraîne cette faiblesse diplomatique et cette faiblesse économique, elle est générée par le manque d'investissement et le manque de vision qu'on a eu sur la technologie. Aujourd'hui, on est Et dépendant des autres. donc on revient de nouveau à cette notion de lead time probablement au Ah, je niveau pense qu'on européen? revient avec cette notion de lead time, oui, et cette volonté aussi, d'indépendance, hein, heu il y a fin 2023, j'étais en visite d'État avec, le roi Philippe en Allemagne et un de nos interlocuteurs disait que l'Europe dépendait de la Chine pour son industrie, de la Russie pour son énergie et des États-Unis pour sa défense et c'est malheureusement tout à fait vrai. Tant qu'on ne se reprend pas en main, on doit, constamment jongler, jouer les équilibristes entre, ces 3 gros ensembles économiques, alors qu'on a tout à fait, le potentiel, en cerveau, en taille de marché et en comment? En nombre et en volume de consommateurs pour se passer, ou en tout cas être plus indépendant de ces 3 marchés, de ces 3 autres grands ensembles. Avant tout une question d'organisation interne Je finalement de pense que c'est d'abord une question d'organisation ouais, interne. ouais, oui. Si on revient un petit peu à l'histoire d'Aiker, est-ce que tu dirais qu'il y a eu des moments, est-ce qu'il y a eu des échecs, des erreurs qui ont été commises ou que tu as commises en tant que Ah bien leader? sûr, Oui. et alors parfois on prend ça pour un manque d'humilité, c'est pas le cas, mais je dis: «On n'a pas connu de grands échecs». Pourquoi on n'a pas connu de grands échecs? Parce que, on arrive à connaître des petits échecs tous les jours. Moi je dis simplement: «Mon rôle c'est de prendre des décisions et si je prends une bonne décision en plus qu'une mauvaise chaque jour, c'est bien». Mais donc c'est de pouvoir, c'est un peu le fameux, fail fast, fail cheap, fail better. Donc c'est-à-dire il faut pas se voiler la face, quand ça ne quand s on v quand on voit que ça ne va pas marcher, on va pas au bout, on va pas au crash. Donc finalement, si on prend l'exemple de la fusée, on arrive à stopper le projet avant qu'il ne se crache ou à le remettre dans les rails pour qu'il ne se crache pas. Donc jamais de gros échecs parce que constamment des petits échecs.
Donc tu maintiens cette culture de la possibilité de l'erreur aussi chez Icare? Oui, oui, on doit se tromper, mais on ne peut se tromper on ne peut faire qu'une fois, on ne peut pas faire 2 fois la même erreur. Donc c'est Bien ça le sûr. fail cheap, fail fast, donc on peut se tromper, il faut se tromper vite, il faut admettre vite qu'on s'est trompé, mais le fail better, c'est il faut pas faire on peut faire une autre erreur, mais pas 2 fois la même. C'est ça et donc là, il y a évidemment un lien avec l'innovation, hein. On ne peut pas Oui. innover si on n'a pas cette ouverture vers l'erreur, effectivement à condition de rapidement l'admettre et rapidement corriger. Est-ce qu'il y a un processus d'innovation qui est en place chez vous? Alors c'est tout bête, mais chez nous, on a tout regroupé, dans un seul département. Donc, R&D, sales, marketing et production sont regroupés dans un seul département. Donc ça veut dire que les décisions sont prises en commun entre ces 4 grandes fonctions. Pourquoi? Parce que, il faut vendre ce qu'on a développé et il faut développer ce que le client veut. Donc on a constamment cette balance, ça fait pas longtemps, et c'est ça qui nous fait décoller ces dernières années. C'est vraiment d'avoir, cette intégration depuis le début du projet, de l être capable de produire ce qu'on a développé, être capable de développer quelque chose qui va intéresser le marché et être capable de commencer à teaser le marché pour vendre quelque chose qu'on a développé. Et Sinon ça, le risque tu c'est dis? quoi sinon? Si on fait pas ça comme ça, c'est quoi le risque? Écoute, j'ai eu la chance de faire un programme au MIT et c'est ce programme qui m'a ouvert les yeux. Le MIT dit, dans une entreprise en forte croissance, il y a 2 fonctions principales, ou 2 capacités principales et qui sont ce qu'ils appellent les ICAP et les ECAP. ICAP, c'est les capacités d'innovation et ECAP, c'est les capacités d'entrepreneuriat, donc justement de vendre. Et souvent, ils se moquent de nous en Europe en disant: «Bah, les Européens, ils ont des ICAP». C'est-à-dire les Européens, ils ont les meilleurs chercheurs, les meilleurs centres de développement, mais ensuite vendre, c'est sale. Donc et à fabriquer, c'est encore moins. Donc les Européens inventent, les Chinois fabriquent et les Américains inventent. Ça, c'est un peu comment ils se moquent de nous. Et à l'inverse, ils disent les ICAP, les capacités d'entrepreneuriat, la friterie du coin a peut-être plus de capacités d'entrepreneuriat que certaines personnes qui ont été excessivement, innovantes. Et donc, c'est important, si on veut avoir une entreprise en croissance, d'avoir ces capacités d'innovation, ces capacités technologiques, mais aussi, de ne pas avoir peur d'en parler, et de ne pas avoir peur de vendre et surtout, de développer des choses qu'on sait vendre et de vendre des choses qu'on a développées, ouais. Donc c'est vraiment ce lien constant entre, innovation et entrepreneuriat. Tu sais, j'ai eu l'occasion plusieurs fois, comme toi sans doute, d'aller dans la Silicon Valley. Ce qui m'avait frappé, c'est qu'on pousse les chercheurs à sortir Ah bien des, sûr, universités pour créer oui, des tout à fait. entreprises. Bah, regarde chez Hein. nous, on a l'IMEC. C'est fantastique l'IMEC. Moi, je suis un fan de Oui, bagnole. J'ai vu il y a quelques mois que l'IMEC a inventé un tout nouveau type de batterie qui est fantastique. C'est génial. On peut révolutionner le monde avec ça. Le monde, en tout cas, de l'automobile. Donc, c'est nous qui l'avons fait. C'est l'IMEC. Mais on ne les fabriquera pas ici. Ça sera fabriqué en Chine. Ça veut dire que les Chinois ont déjà, acheté le brevet, ça sera fabriqué en Chine et donc la majorité de la valeur ajoutée de ce brevet sera faite, en Chine et ensuite, au contraire, ce brevet va aider les constructeurs chinois à venir tuer les constructeurs européens. Donc pourquoi? Parce que nous, on dit: «Ah, nous, on a fait notre travail, on a inventé, c'est notre rôle, on est des innovateurs». Fabriquer, c'est sale, ouh, c'est polluant, c'est plus c'est pas bien. noble, oui. Donc on va polluer ailleurs, c'est mieux. Je dis pas qu'il faut pas polluer, je dis pas qu'il faut polluer, pardon, pas du tout. Mais je dis aujourd'hui, on est excessivement, hypocrite sur ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'on a une seule terre et on dit: «Non, chez nous, on est vertueux, on est propre, mais on va faire en sorte que les autres le fassent de manière plus sale et moins respectueuse de l'environnement que si on l'avait fait nous-mêmes, hein. On préfère acheter à des gens qui le font, de manière peu respectueuse de l'environnement, très peu respectueuse de l'environnement, donc qui polluent énormément, plutôt que de le faire en polluant un peu chez nous. Donc c'est une question de mindset avant tout. C'est vraiment une question de mindset, je crois, oui. Oui. Il y a une forme de niaque chez toi, de détermination,
qui est présente depuis le début. Comment tu maintiens ça? Comment tu maintiens Je ne ça dans la dirais pas que durée? c'est de la niaque ou de la détermination, mais c'est de la passion. C'est de la Je passion. je ne saurais pas faire un job qui ne me passionne pas. Moi, le matin, quand le réveil sonne, je bondis de mon lit. C'est, heu, donc voilà, je ne et si je ne bondissais pas de mon lit, je changerais de boulot. C'est ça, donc vraiment par passion de faire avancer tes Ouais, projets, de ouais, faire, ouais, ouais, ouais. Donc c'est pas de la niaque, c'est vraiment de la passion. Voilà, moi ce qui me passionne, c'est de je l'ai dit, je suis fan d'automobile, particulièrement de Formule 1 et vraiment cet esprit de la Formule 1 de toujours, se dépasser, de toujours, faire le développement technologique en plus. Heu, En Formule 1, souvent les responsables d'équipe disent: vous chacun apporte son centième de seconde. Ben c'est un peu la même chose qu'on essaye de faire chez iCare, c'est de dire: «Ben voilà, regardez le succès qu'on a, mais le succès, c'est parce que chacun d'entre vous a apporté sa petite pierre ou son petit gravier à l'édifice, quoi». qu'est-ce qu'il y a d'autre qui t'inspire dans le monde de la Formule 1? Bah, je pense que les valeurs sont assez proches des notes et sans le faire exprès, hein. On n'a pas développé les valeurs d'iCare en fonction de la Formule 1, mais la performance, bien sûr, hein. Je pense que, en tout cas, en matière de sport automobile, c'est le sport le plus performant. La durabilité, parce que 2 choses dans le terme durée dans le temps, c'est quand même un championnat qui existe sans trop de modifications depuis 1950. Je pense qu'il y a peu de sports dans lequel on a exactement la même chose, et souvent les mêmes circuits même, hein. Francorchamps, Heu, Monza, Silverstone sont là depuis 1950, donc cette durabilité dans le temps. On peut dire, cette durabilité d'un point de vue écologique, hein. Aujourd'hui, une Formule 1, c'est 50 de puissance, thermique et 50 de puissance électrique et sur les 50 thermiques, ils sont générés rien qu'avec des biocarburants, en tout cas avec des carburants, qui ne sont pas pétrosourcés, donc qui ne viennent pas, du pétrole et qui ne génèrent pas d'émissions de CO2. Donc ne fût-ce que si on appliquait aujourd'hui à l'automobile de tous les jours les technologies de la Formule 1, où on n'aurait pas besoin d'une telle puissance, je pense qu'on aurait des voitures thermiques qui consommeraient 0,5 litre au 100 ou 1 litre au 100. Donc cette durabilité et troisièmement, le respect pour l'humain parce que c'est vrai qu'ils se battent, c'est vrai que de nouveau le but c'est de gagner, mais il faut se rendre compte, hein, pour être roue contre roue à 300 km/h, il faut avoir un énorme respect, une énorme confiance l'un dans l'autre, et être justement, comme je le disais au début, très propre et pouvoir se battre, mais pouvoir aller, boire un verre ensemble à la fin de la course. Oui, 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 tout à fait. Est-ce que tu arrives à allier tes 2 passions? Est-ce que iCare a des clients dans ce monde, de Alors l'automobile? effectivement, de manière, pas importante, c'est pas un grand pourcentage de notre chiffre d'affaires, mais nous avons des équipes de Formule 1 qui sont clientes, mais on ne peut pas dire lesquelles. Alors, il y a eu 2 grandes reconnaissances cette année, pour toi et pour iCare. Tu as été, nommé début janvier manager de l'année, iCare, à peu près au même moment, a obtenu le statut de licorne. Qu'est-ce que ça t'a fait? La licorne, pas grand-chose. Ça, c'est pas le plus important. Je pense que l'intérêt de la licorne, c'est surtout que ça nous protège, d'une éventuelle acquisition et que ça nous donne des moyens. Parce que ça veut dire que si on a des projets spécifiques, pour lesquels on doit, lever des fonds, on peut lever des fonds tout en ayant une dilution qui soit faible, donc tout en gardant les centres de décision, ici en Belgique. Donc ça, pour moi, c'est surtout ça que ça amène, mais, c'est pas ça n'est en aucun cas une reconnaissance, quelconque. Le manager de l'année, je dois avouer que ça m'a fait, un peu plus parce que, je pense qu'on est dans un moment où il faut être disruptif dans l'économie. Je pense que je suis, un manager disruptif justement, et je pense que, au-delà de moi, ce titre, permet de dire: «Bon écoutez les gars, il faut remettre en question la manière dont on manage les sociétés depuis 25 ou 30 ans. On est dans un monde qui change, si on continue à les manager, comme on l'a appris, en école de commerce, dans les années 90, on va pas y arriver». Donc voilà, moi je le prends comme ça, heu
beaucoup plus de retombées que je ne croyais. On a été entreprise de l'année en 2020. Bon, c'était le covid, c'était peut-être pour ça, mais voilà, programme très chargé pour le manager de l'année, beaucoup d'interviews, beaucoup de conférences et j'y participe avec plaisir parce que justement ça permet de faire passer ce message, de dire que si on continue Oui, à créer les entreprises comme, on l'a appris dans les années 90, on va droit dans le mur. toute comparaison gardée, toute proportion gardée, je voyais l'interview de prix Nobel de physique, récemment, hein, donc voilà, toute Proportion proportion gardée, oui. gardée. Non, mais ce qui était intéressant, c'est qu'avec beaucoup d'humilité, je crois que c'était un Français, je n'ai pas noté son nom, qui a eu un prix Nobel de physique il y a 3-4 ans, disait, heu: «C'est une personne, mais c'est surtout un courant qui est récompensé». Donc ça rejoint ce que tu dis, Oui, tout à fait, tout à et donc fait. il dit: «Voilà, un chercheur, il travaille jamais seul, un CEO travaille jamais seul». Et donc c'est plutôt un courant et à travers lui, alors quand quelqu'un gagne un prix, il a tendance à dire: «Oui, c'est mon équipe» et tout ça, mais c'est vrai, enfin, c'est au-delà même d'une équipe, c'est un courant qui est récompensé, c'est une vision de l'entreprise, et donc c'est un rôle d'ambassadeur aussi que tu acquiers avec ce titre. Oui, je dis souvent en rigolant que j'ai pas changé de mon discours, mais maintenant on l'écoute. Oui, oui, oui. Alors c'est vrai que je t'avais vu à une conférence et tu disais qu'il y a quelques années, il y avait, pas grand monde dans la salle et puis là, tu faisais salle pleine C'est effectivement ça. grâce à ce titre, oui, oui, oui. Qu'est-ce que tu regardes quand tu engages des gens ou quand tu regardes des personnes pour leur donner davantage de responsabilités dans ta société? Tu es attentif à quoi? Mmh. C'est une très bonne question. Hem, Moi, je dirais que le plus important, heu, c'est qu'on ne peut pas avoir, de super manager. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent, moi, tous les patrons avec qui je discute et on a eu ce problème-là il y a une dizaine d'années, me disent: «Froid, moi, le problème de ma boîte, c'est le middle management». Le top management, le DIRCO, le comité de direction, le CODIR, il est fantastique. Les employés, ils sont fantastiques, mais les middle managers, c'est le problème. Beaucoup d'entreprises, on critique le middle management et nous-mêmes, on l'a eu il y a une dizaine d'années. Et c'est parce qu'en fait, le middle management, on lui demande tout. On lui demande de gérer de l'humain, on lui demande de gérer du technique, puisqu'il faut délivrer le produit, le service de l'entreprise, et on lui demande aussi de gérer du financier. Et si on trouve un middle manager qui est bon dans les 3, bah, pourquoi il ne serait pas top manager? Donc par définition, c'est le serpent qui se mord la queue et c'est impossible d'avoir un «middle management» entre guillemets qui coche toutes les cases. Et donc nous, on a fait le chemin inverse, c'est-à-dire qu'on a déconstruit le middle management. Donc chez Icare, personne n'a de N+1, tout le monde a un N+1 tiers. Donc ça veut dire qu'on a ce qu'on appelle des teams et qui sont sur le même niveau d'égalité, hein. Donc on a des team leaders qui sont uniquement focalisés sur l'aspect humain, donc tout ce qui est, embauche, formation, suivi, évaluation, les, discussions. Bah, tiens, est-ce que tu te plais bien dans l'équipe et cetera? Donc ils rencontrent, chaque membre de l'équipe, au moins une fois par mois. Donc ça, c'est le rôle du team leader. Ensuite, on a ce qu'on appelle des directeurs. Les directeurs, eux, ils sont responsables de la qualité technique, donc ils sont là pour s'assurer, finalement, c'est lié aux 3 valeurs, hein. Donc le team leader, il est là pour le respect pour Oui. l'humain. Le directeur, il est là pour la performance et donc pour s'assurer que qu'on livre les clients, au-delà de leurs attentes. Et alors le troisième N+1 tiers, c'est ce qu'on appelle l'officer. Lui, il est responsable, de la finance, qui est la durabilité parce que, beh, on n'est pas dans un monde des bisounours. Si on ne vend pas et si on ne fait pas de bénéfices, on ne peut pas durer dans le temps. Ce modèle-là n'est pas pérenne dans le temps. Donc plutôt que d'avoir des middle managers qui sont responsables des 3, on a, splitté les 3 et on a des gens qui sont exclusivement, hem, focalisés sur l'humain, des gens qui sont focalisés uniquement sur le technique et des gens qui sont focalisés uniquement sur la finance. Et Il doit donc faire un choix de carrière alors? Ah non, il doit à faire ce un choix de moment-là, carrière c'est entre les ça qui 3? répond à ta question. Bah, si on doit choisir un team leader, on choisit vraiment quelqu'un qui a les qualités, humaines, et de pouvoir être justement un leader d'équipe. Si on doit choisir un directeur, on va choisir quelqu'un qui a vraiment les capacités technologiques, même s'il n'a pas ces interactions, ces soft skills,
avec les personnes. Et si on doit choisir un officer, on va garder quelqu'un qui a plus cet aspect, commercial, cet aspect financier, même si, c'est pas le meilleur technologiquement ou dans ses interactions humaines. Et donc ces 3 là doivent se coordonner alors autour d'un Ces 3-là doivent département, se d'un projet? coordonner, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Tiens, c'est un modèle intéressant et je pense que ça a Ouais, énormément de c'est sens. il est intéressant aussi pour faire face à la croissance parce que c'est ce que j'appelle un modèle cellulaire. Si tu pars sur un modèle classique, plus tu vas grandir, plus tu vas ajouter d'étages à ta pyramide. Tandis qu'ici, c'est vraiment des cellules. Ta croissance, beh, si c'est une croissance en nombre de personnes, tu ajoutes des team leaders, mais ça n'ajoute pas d'étages dans ta hiérarchie. Ça rajoute des cellules en plus, dans le nombre de team leaders. Si tu développes une nouvelle technologie, si tu développes des nouveaux délivrables, ben, tu vas rajouter des nouveaux directeurs, mais sans nécessairement rajouter de nouveaux team leaders. Donc voilà, ainsi de suite. C'est vraiment organique. C'est sur le principe cellulaire plutôt que sur le principe classique pyramidal. Et ça vient rebondir sur le lead time évidemment, Ça vient rebondir sur le lead time, tout à fait, ouais. en évitant de rajouter des couches, En évitant de rajouter des managériales, couches. mais en ajoutant des cellules. Et un Ouais. team leader, il a combien de personnes en général? Oh, ben, le but, on essaye d'être entre 40 et 60. Donc comme je l'ai dit, le but, c'est de passer, au minimum 2 heures avec chacun de ses membres d'équipe une fois par mois. Et donc si tu regardes, ouais, 20 jours de travail, ça fait 40 fois 2 heures plus les déplacements, quoi. Ouais, 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 incroyable. C'est Ça un dépend modèle. de la géographie aussi. Si la zone géographique est plus haute, ça sera 40. Si elle est plus restreinte, sur Mons, c'est plutôt 60 parce que, bah, tout le monde est à portée de main, donc on ne perd pas du temps de trajet pour aller les voir. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est un modèle qu'on commence à voir dans d'autres entreprises, mais jamais entendu de manière aussi claire avec cet aspect aussi lié à la croissance et aux cellules à ajouter plutôt que des couches. J'avais jamais vu cet aspect-là qui est super intéressant puisque tu nous l'as dit le départ, l'idée c'est de rester une petite start-up de 1000 personnes ou peut-être même davantage. Qu'est-ce que vous avez comme plan de croissance? Ah, notre plan de croissance, d'un point de vue économique, c'est une croissance de 35 par an. Donc ça, c'est donc notre objectif, bon, c'est lié aussi à les 35 par an, c'est la performance. La durabilité, c'est que c'est un plan à 10 ans, donc ça veut dire on doit faire fois 10 en 10 ans, donc ce qui est un peu moins que 35 en moyenne. Pourquoi? Parce qu'on se dit que, bah, certaines années, on va l'atteindre, certaines années, on va le dépasser, certaines années, on va pas. C'est possible qu'on ne l'atteigne pas. Donc vraiment, l'objectif, c'est faire fois 10 en 10 ans. D'un point de vue, humain, donc la troisième valeur, le respect pour l'humain, on n'a pas encore des plans à 10 ans. Je pense que ceux qui ont des plans à 10 ans, d'un point de vue ressources humaines, c'est vraiment difficile. Mais en tout cas, notre objectif, c'est de faire fois 4 en revenus en faisant plus 20 en employés. Donc ça, c'est vraiment ça, on pense qu'on peut y arriver, donc avec tout ce qui a été déjà, développé aujourd'hui. Donc on peut atteindre, à peu près 400 millions de chiffre d'affaires, donc heu, à peu près un peu moins de la moitié de notre objectif à 10 ans, avec à peu près 1 200, 1 300 employés. C'est ça. C'est marrant, tu dis les plans humains visant, effectivement, moi j'en ai jamais vu. Moi j'ai fait toute ma carrière dans les RH, parfois même à l'année, c'est compliqué en début d'année de se dire: «Mais tiens, on va Ouais. faire exactement Bon, quoi comme ici on a, allez, je veux dire, pour faire fois 4, je pense que ça prendra, 3-4 ans. Donc voilà, notre plan de recrutement, il est là sur 3-4 ans. Ah oui, oui, oui. Est-ce qu'il y a d'autres éléments particuliers dans la gestion des ressources humaines? Donc tu as dit ce N+1 tiers, les valeurs, le lead time. Est-ce qu'il y a d'autres éléments particuliers dans votre système de gestion des ressources humaines? Oh, de nouveau avec le lead time, on essaye d'être assez court avec les gens qu'on embauche. Heu, Ça ne se fait quasiment jamais parce que forcément, il y a toujours des périodes de réflexion pour, le candidat. C'est lui-même qui réfléchit. Mais nous, en tout cas, on est organisé pour pouvoir proposer un contrat au candidat en 24 heures. Donc ça veut dire qu'entre le premier contact et la signature du contrat, il pourrait y avoir 24 heures. C'est ça, si tout est bon, on y va, on fonce. Oui, oui, oui. Au niveau rémunération, est-ce que tu as aussi des idées, qui sortent un petit peu des idées conventionnelles? Sur la forme, oui, sur le fond, c'est difficile puisque justement, on a quand même une structure,
légales, fiscales, des commissions paritaires qui font que, on peut pas être, à 100 innovant. Donc on applique bien sûr, heu, toute la flexibilité et toute l'agilité qu'on peut appliquer, par exemple les fameux plans cafétéria, hein, Flex Income Plan et cetera. Mais après là où on est, je pense, innovant, c'est notre, on a un système d'évaluation qui est mis en place, et qui fonctionne assez bien, je pense, parce que c'est entre autres grâce à lui qu'on a, ce faible taux de rotation. Voilà, je pense que c'est cette partie-là qui est peut-être plus innovante, mais sur le fond, bah, on n'a pas beaucoup le choix, hein. Oui, oui. Oui, taux de rotation de 2 tout compris, hein, tu me disais en préparant ce Licenciement et podcast. démission, ouais. Oui, tout compris, ce qui est particulièrement bas, alors surtout dans une croissance internationale et cetera, c'est très Mais c'est la révélateur. même chose, tu sais? Je pense que, quand on parle de fail fast, fail cheap, fail better, c'est la même chose pour nous, quand quelqu'un la plupart en plus de ces 4, que ce soit les licenciements ou que ce soit les démissions, c'est très rapidement après l'embauche. C'est tout. On s'est trompé, soit nous on a mal embauché, soit la personne, n'a pas bien compris quel était le job, on lui a mal présenté le job, il a mal compris le job. Et donc, bah, il faut se dire: c'est pas grave si on arrête, si on se sépare au bout de 2 mois, au bout de 3 mois, dans un sens ou dans l'autre. C'est pour ça que les team leaders sont là aussi, hein, pour pouvoir, heu, mais aider les employés dans leur réflexion, s'ils se sentent pas à leur place, soit pour qu'ils trouvent leur place, soit pour leur dire: «Bah, c'est pas grave, tu trouves pas ta place, c'est une erreur mutuelle, il y a pas de coupable, c'est pas la fin du monde», et ça s'arrête là, quoi. Oui, oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a des changements que tu vois venir et qui te passionnent ou qui, au contraire, t'inquiètent? D'un point de vue RH, tu veux Dans le dire? monde de l'entreprise, oui, dans le monde de l'entreprise en général, pourquoi pas d'un point de vue RH aussi? Bah, il m'inquiète pas pour moi parce que je pense qu'on est déjà, on est plutôt, sur la crête du changement que dans le creux de la vague. Par contre, il m'inquiète en général pour la société et l'économie européenne parce que je pense que beaucoup d'entreprises, sont encore, sont assez en retard par rapport à ces changements sociétaux. On parle de l'utilisation de l'IA, on parle, de séduire la génération Z ou les générations qui vont suivre, tout est lié. Heu, on ne peut pas, attirer et gérer, des gens qui ont, 22-23 ans aujourd'hui comme on attirait et comme on gérait, il y a 20 ans ou il y a 30 ans, quoi. Il faut s'adapter. Oui. Est-ce qu'il y a des changements que tu vois venir qui te passionnent déjà, des visions du Bah, futur moi, que tu ce voudrais qui me partager? passionne le plus, c'est vraiment l'humain, hein, on a la technologie et c'est Sundar Pichai, le CEO de Google, qui disait ça. Il disait: «Moi, on me parle toujours de technologie. On me demande toujours: "Qu'est-ce qui se passe si vous avez un blackout total? Est-ce que vous avez un plan?"» Bah, bien sûr qu'on a un plan. Il disait: «On recouvre, 80 des données en 5 minutes. On a, 90 des données en quelques heures et on a 99,9 en 24 heures». Et ça, tout le monde me pose la question. Mais par contre, personne ne pose la question si les 1000 plus importants employés de Google démissionnent, qu'est-ce qui se passe? Et lui, il répond: «Si c'est le cas, on est mort». Et c'est vraiment ça. Surtout dans la tech, l'humain est excessivement important parce qu'on voit la technologie au final qui est, déshumanisée, mais il ne faut pas oublier que toutes ces technologies, elles sortent de cerveaux humains. Et donc cette technologie, elle a été développée par des humains et que si ces humains ne sont plus là, beh, la technologie, elle est pas là. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui pour moi est fondamental, c'est l'humain et donc quelque chose qui me passionne, c'est comment toujours se remettre en question pour continuer à être, attractif pour les nouvelles générations qui vont arriver, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans sur le marché de l'emploi. Est-ce que tu arrives à faire à l'instar de ce que vous faites produit et comme offre de service, du prédictif sur l'humain au niveau RH? Alors ça, quand on sait tout ce qu'il faut pour faire des prédictions sur les machines, on comprend que l'humain est totalement imprévisible. J'espère un jour avoir l'occasion de te contredire parce que je travaille actuellement avec une data scientist qui connaît rien du tout au Ouais. RH, une mathématicienne, statisticienne et dans les probabilités et on est occupé à tester des modèles qu'elle connaît, mais qu'on est occupé à voir leur applicabilité dans des éléments RH. Parce que souvent dans les RH, le problème, c'est qu'on a,
des lagging indicators, hein. On parlait du turnover, Oui, tout à fait, tout à voilà, fait. turnover, c'est bien, mais les gens sont Ouais. déjà partis. Donc on essaye d'identifier des leading indicators, mais c'est vraiment le tout début du projet. Donc j'espère avoir un jour l'occasion de t'en Bah, reparler. moi, pourquoi je dis ça? Parce que je me rends compte, en fait, notre société, elle va vers la personnalisation. Tu le vois partout. N'importe quel produit, même de consommation courante, devient de plus en plus personnalisé. Même la politique, hein, devient de plus en plus, personnalisée. C'est ça qui fait, l'éclatement du monde politique, c'est qu'il y a de plus en plus de partis, de plus en plus de tendances et donc je pense que les jeunes vont vers ça aussi. C'est-à-dire que ils vont avoir besoin d'une gestion et de paquets salariaux qui vont être de plus en plus personnalisés. Donc on va Tu as devoir parlé des plans justement cafétéria, oui? oui, mais le plan cafétéria, ça reste quand même assez général. Mais je pense que, je veux dire aujourd'hui, il y a, 4-5 variables. Moi, je pense que dans 10 ans, si on veut continuer à s'adapter au marché du travail, il faudra, si on est 1000 employés, il faut 1000 paquets de salariaux différents. Oui, et alors probablement Et donc c'est les là que je dis que éléments. la prédictibilité est plus difficile parce qu'on passe d'un modèle collectif à un modèle individuel. Donc à ce moment-là, il faudrait des modèles pour chaque individu. Oui, 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 OK. Oui, oui, tout à fait. Alors on parle aussi des variables de temps, d'espace, hein. Quand on travaille, combien de temps on travaille, de quel lieu on travaille. Effectivement, quand on met tout ça ensemble dans l'hyper-individualisation, on peut arriver à un contrat très qui est plus du tout collectif, mais en même temps, il faut faire travailler tous ces gens-là ensemble. Donc c'est une des grandes difficultés de l'individualisation, les besoins individuels, mais comment on fait coexister ça avec les besoins de l'entreprise? Ça reste un exercice de Tout jonglerie, à non? fait, tout à fait. Ouais. Oui, oui. Chouette. On va tout doucement, aller vers la conclusion. Tiens, est-ce que tu es un lecteur, toi, Fabrice? Oui, oui, Oui. bah, je lis d'abord beaucoup, sur mon ordinateur ou sur mon smartphone. Ça veut dire que, heu, je suis un fanat d'histoire aussi, donc Ah! j'aime toujours bien aller chercher dans le passé, les erreurs ou les bonnes décisions qui ont été commises ou qui ont été prises pour s'en inspirer, donc oui, je lis énormément, sur l'histoire, mais oui, je lis aussi, dans des livres plus classiques, le soir ou quand j'ai le temps, ouais. Beh, c'est marrant parce que tu me parlais de d'Arnaud qui lui était plus horizontal. Ce que tu viens de démontrer là, c'est quand même beaucoup d'horizontalité et de profondeur en même temps. Parce qu'un ingénieur qui s'intéresse à l'humain, à l'histoire, c'est pas que de la verticalité ça, hein? Bah, écoute, l'ancien nom de l'école d'ingénieurs ici à Mons, de la fac d'ingénieurs ici à Mons, c'est l'école polytechnique. Je pense qu'en France aussi, l'une des plus brillantes écoles d'ingénieurs, c'est l'école polytechnique. La plus renommée des écoles d'ingénieurs en Italie, c'est Politecnico Milano. Et donc, on oublie que la base de l'ingénieur, c'est justement d'être multitechnique. Donc, c'est d'avoir cet aspect technologique, bien sûr, mais aussi l'aspect humain, mais aussi l'aspect financier. Donc, je pense qu'on a dévoyé, l'ingénieur de sa fonction de départ en le focalisant trop sur la technologie, mais je pense que dès l'ouverture des premières écoles d'ingénieurs, cette multitechnique, cette polytechnicité, avait été mis en évidence par tous les fondateurs de ces écoles, ouais. Oui, on est d'ailleurs un des seuls pays à diplômer, alors le titre est peut-être un peu galvaudé, des ingénieurs commerciaux, Tout à fait. avec l'idée d'Ernest Solvay, qu'y compris Oui, les tout gens qui à faisaient du fait. business devaient quand même s'intéresser à la science Tout et à à fait. la technologie. Oui. Fabrice, pour conclure, est-ce qu'il y aurait un message ou une pensée que tu aimerais partager ici avec, les auditeurs de ce podcast? Bah, c'est en lien avec, le fait de de ne pas avoir peur d'admettre qu'on s'est trompé. Heu, mais moi je dis toujours, heu, c'est pas le risque qui est important, c'est pas le risque d'échec qui est important, c'est la conséquence de l'échec. Et donc plutôt que de tout faire, de mettre tous ses moyens pour éviter le risque, il vaut mieux, mettre ses moyens pour limiter l'impact de l'échec. Donc, je sais beaucoup de gens font tout pour limiter l'échec et quand l'échec se produit, ils sont perdus parce ils n'ont pas de plan B. Moi, je fais plutôt en sorte que dans notre organisation, on organise l'après-échec. Donc, on ne se dit pas bien sûr, il faut éviter l'échec, mais si l'échec arrive, qu'est-ce qu'on fait?
Si on n'arrive pas à tenir, cette deadline pour ce step-là du projet, c'est quoi le plan B? Et même plus loin, c'est quoi le plan C? Si on n'arrive pas à faire le plan B. Donc ça, je pense que c'est important. Maîtriser la diminuer l'impact parce que je trouve qu'on a plus d'effet en tout cas sur la diminution de l'impact que sur, la probabilité de l'échec. Parce que la probabilité de l'échec dépend aussi beaucoup de sources extérieures, de l'environnement, macroéconomique. Donc il y a beau dans un échec, il y a beaucoup de décisions qui peuvent venir de l'extérieur. Par contre, dans la diminution de l'impact de l'échec sur l'organisation, là, c'est quasi exclusivement, endogène. Waouh! Donc c'est en fait accepter, accueillir l'échec en étant préparé et quelque part, si on ne s'y prépare pas, on croit qu'il ne va jamais arriver. Le jour où C'est il ça, arrive, on est complètement désemparé. on est complètement Ouais. désemparé, ouais. Oui, oui, oui. Ah tiens, tiens, tiens. Ça me fait penser à une matrice que j'ai un jour vue, que j'utilise beaucoup moi dans mes propres réflexions, mais je ne connais pas l'origine de cette matrice. C'est une matrice en 2 par 2 sur des décisions réversibles et des décisions irréversibles Ouais, et des décisions à petit impact et à grand c'est impact. ça. Donc tu vois évidemment tout de Ouais, suite tout le à truc. fait, tout à fait. Et je m'étais laissé aller à la réflexion que finalement, la plupart des décisions sont en réalité réversibles et la seule décision irréversible à grand impact que j'ai réussi à identifier jusqu'à présent moi-même, c'était le fait de faire des enfants. Ça, on peut difficilement faire marche arrière et ça a un Ah, immense c'est impact difficile. dans la vie. Et quelqu'un m'a dit: «Non, il y a aussi des éléments de santé». C'est vrai, la C'est santé vrai. aussi, c'est Ouais, tout voilà. à fait. Mais sinon, le reste, on peut toujours considérer que finalement, c'est réversible ou que finalement, on gère l'impact, On gère l'impact, que ouais. tu disais. Pour On moi, ça, accepte c'est l'impact et fondamental. on gère l'impact. Ouais, Rêver qu'on ne se plantera jamais, c'est illusoire. ouais. Par contre, être préparé à l'échec et savoir ce qu'on va faire s'il y a un échec, heu, ça, je pense que c'est fondamental. Oui, oui, oui. Alors, ma dernière question peut sembler un peu bizarre pour quelqu'un comme toi qui a eu ce goût de l'entrepreneuriat dès le départ, mais si tu étais, amené à rencontrer le Fabrice du début, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil sur base de Ah! l'expérience acquise? Alors ça peut paraître enfin, d'abord, ça va peut-être paraître, heu, exagéré ou peu en lien avec tout ce que j'ai raconté pendant 1 heure, mais je lui dirais de douter moins. À peu près tout ce que j'ai exposé ici, on l'avait depuis le début et il y a des moments où on a douté, on est revenu en arrière parce que c'était pas la norme. On est revenu à la norme parce qu'on était hors norme. Mais on n'était pas hors norme parce qu'on était en retard, on était hors norme parce qu'on était en avance et donc si on n'était pas revenu en arrière pour après repartir en avant, heu, on aurait perdu moins de temps et on serait sans doute plus loin que ce qu'on est aujourd'hui. Donc ça a à voir avec écouter son intuition finalement? Je dirais que quand les normes sont là quand on est stable, quand on est dans un monde stable. On est dans une révolution technologique. On est dans une révolution technologique qui est au minimum comparable à l'invention de l'ordinateur ou de l'électricité. J'irais même plus loin. Pour moi, on est même dans une révolution technologique qui est comparable à l'invention de l'imprimerie. Parce que c'est vraiment ça. Qu'est-ce qui a fait passer le monde du Moyen Âge à la Renaissance? C'est la diffusion de la culture par l'imprimerie. Donc on a donné accès à un plus grand nombre de personnes à la connaissance. Et bien sûr, on pouvait imprimer n'importe quoi et donner une mauvaise connaissance aux gens à l'époque. Et aujourd'hui, internet, l'IA générative, c'est exactement ça. On donne, on passe encore à un niveau supérieur d'accès à la connaissance et bien sûr, comme pour l'imprimerie, comme on peut imprimer n'importe quoi, on peut aussi diffuser n'importe quoi, sur internet. C'est bien sûr le risque, ou dans une IA générative, c'est le risque à contrôler. Mais je pense que fondamentalement, on va apporter la connaissance à un plus grand nombre et donc on va avoir des révolutions qui sont énormes. Donc notre monde change, et donc plus que jamais, quand un monde change, il faut, remettre les normes en question. Quand un monde est stable, le monde qu'on a eu finalement entre 1945 et 2020, les normes, permettent justement de gérer cette stabilité. Et ici, on est en pleine, phase transitoire, en pleine phase de changement et donc quand on est dans ces phases transitoires, il faut se remettre en question et il faut remettre les normes en question. J'ai quand même encore une question après la dernière question alors, c'est comment toi, Fabrice, tu fais pour rester à jour? Comment toi tu te développes? Tu as parlé du MIT, mais comment tu prends soin de ton propre développement?
Ah, je lis beaucoup, comme je te l'ai dit, mais je rencontre aussi beaucoup de personnes de plein d'horizons différents. Ça, je pense que c'est important, de plein de pays différents, de plein de cultures différentes, je voyage beaucoup, pour le boulot, pour le privé, plein de secteurs différents. Hem, c'était on a créé une entreprise dans un secteur qui n'existait pas. Donc finalement, c'était très difficile de trouver des pairs et de pouvoir discuter avec des gens de notre secteur. Il n'y en avait pas. Il commence à y en avoir On commence à avoir des concurrents depuis une dizaine d'années et c'est une bonne chose. Mais avant, il n'y avait pas. Donc il fallait naturellement, heu, aller chercher des inspirations, des idées dans d'autres secteurs et je pense que c'est ce qu'on a toujours fait. Donc aller voir des gens différents, avec des cultures différentes, qui habitent, à des endroits, différents, qui sont dans des secteurs différents, qui ne sont pas nécessairement entrepreneurs et je pense que oui, il faut se nourrir de la diversité. Tu confirmes définitivement que tu es non seulement un patron vertical, mais fondamentalement horizontal également? Ouvert, mais je ne mais allez, horizontal en termes de vision, oui, mais appliqué à une seule entreprise. Je ne Ah saurais oui, pas, c'est ça, dans ce sens-là. l'appliquer. J'avoue, j'ai fait partie de conseils d'administration desquels j'ai démissionné parce que ça m'a énormément apporté, justement, dans cette, vision de se dire: «Beh, tiens, je vais aller voir dans un tout autre secteur comment ça se passe». Mais par contre, j'ai l'impression que j'ai pas apporté grand-chose à ces entreprises dont je faisais partie des CA. Donc c'est là que je dis que je suis plutôt vertical. Je vais chercher les bonnes pratiques, les idées de manière très horizontale, mais je n'arrive à les appliquer qu'en vertical chez Hacker. C'est hyper intéressant. Bon, en tout cas, au minimum, ta modestie t'honore énormément, et et merci beaucoup pour, le temps que tu as consacré à ce podcast. C'était, un ravissement de faire ça avec toi. Merci beaucoup. C'était The HR Masterclass, le podcast où on parle leadership, culture et talent. Ce podcast est réalisé avec nos partenaires TransSearch et Q7 Leader. J'espère que cet épisode vous a inspiré. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles dans votre programme de podcast, à vous abonner et à en parler autour de vous. À bientôt pour un prochain épisode.